Alors, voici trois graphiques pour illustrer les différents types de kurtosis. Donc, on a ce qu'on appelle donc des distributions mésocurtiques qui ont un kurtosis égal à 0, donc égal ou proche de 0. D'accord? Donc, c'est une distribution, une distribution mésocurtique, c'est une distribution qui présente un kurtosis proche de celui d'une distribution normale. Donc, cela va représenter en fait une forme ni trop pointue ni trop aplatie par rapport à une distribution normale. Et c'est typiquement, donc, le comportement d'une distribution gaussienne. Alors, le deuxième type, donc, c'est des distributions leptokurtiques, qu'on voit ici. C'est une distribution qui affiche un kurtosis supérieur à celui d'une distribution normale. Elle est caractérisée donc par un pic plus prononcé et des queues de distribution plus épaisses. Ici, c'est pas évident, j'ai pris des exemples vraiment réels avec des chiffres réels derrière. L'aspect queue de distribution n'est pas très mis en avant, mais bon, voilà, imaginez ici que vous avez des queues de distribution un peu plus épaisses ici, d'accord? Et le troisième, donc en fait, pour finir avec le leptocurtique, donc on a une concentration élevée de valeurs près de la moyenne, et donc une probabilité accrue de valeurs extrêmes. Enfin, les distributions platicurtiques, donc avec un kurtosis négatif, ce sont toutes les distributions qui ont un kurtosis inférieur à la distribution normale, avec un pic moins marqué et des queues de distribution plus fines. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas dire, on peut pas dire que le kurtosis et l'écart type c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on parle d'aplatissement, on peut penser tout de suite que le kurtosis ça dit la même chose après que l'écart type. J'ai déjà souligné ce point. Là, je me permets de rentrer un peu plus dans le détail parce que c'est pas évident. C'est une question qui revient souvent. L'aplatissement et la variance, ce sont des mesures statistiques qui fournissent en fait des informations différentes sur la distribution de données. Parce que l'aplatissement, le kurtosis, se concentre sur la forme de la distribution, donc en particulier l'épaisseur ici des queues de distribution. D'accord? Ça montre un peu les événements extrêmes, les valeurs extrêmes. D'accord? Et ça tient compte aussi du pic central. D'accord? Tandis que la variance, en fait, ça mesure l'étalement général des données autour de la moyenne. Voilà un peu la différence entre ce que mesure le kurtosis par rapport à ce que mesure une simple variance. Alors pourquoi le kurtosis est important? Parce qu'un kurtosis élevé, ça peut signaler, je vais montrer après dans des exemples, que ça peut signaler un risque accru d'événements extrêmes. Dans le cas de la gestion des risques, je vais en parler dans quelques instants. Par exemple, des gains ou des pertes sur des gains soudains, dans un portefeuille d'investissement. Si on comprend ça, qu'on utilise bien le kurtosis, ça nous permet de gérer mieux les risques et de prendre des bonnes décisions. D'accord? Donc, dans le domaine de la gestion des risques, plus concrètement, on utilise beaucoup les distributions gaussiennes, c'est bien connu, pour modéliser une variété de phénomènes économiques et financiers, tels que par exemple des rendements des actifs, des cours de bourse, d'actions, etc., d'obligations, des changements de prix, etc. Il y a un autre domaine aussi, je prends juste deux domaines, après il y en a tellement. En météorologie, par exemple, on mesure les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes, des inondations, des vagues de chaleur, etc. Et donc tout ça, on a tendance à à modéliser tout ça avec des distributions gaussiennes. Pourquoi? Parce que la distribution normale, la distribution gaussienne, en cloche, les fameuses courbes en cloche, c'est quelque chose d'assez attrayant parce que c'est très simple. Mathématiquement, c'est très simple. Parce qu'une gaussienne, c'est quoi? C'est deux paramètres. C'est la moyenne. Une fois qu'on connaît la moyenne et l'écart type, on connaît tous les points de la distribution. Et on connaît très bien ses propriétés, des propriétés qui sont fascinantes, bien comprises, des formules toutes faites, toutes belles. On connaît des règles, la fameuse règle empirique qui dit que dans la grande majorité des observations, dans une gaussienne, la grande majorité des observations se situe à quelques écarts types de la moyenne. On prend la moyenne moins deux écarts types, la moyenne plus deux écarts types, et vous avez déjà pas mal d'observations, etc. Donc on sait pas mal de choses dessus, c'est très simple, donc on a tendance à l'utiliser, et puis c'est pas loin de la vérité, ça donne des choses intéressantes. Sauf que dans certains domaines, comme la gestion des risques, l'erreur n'est pas, elle se paye cash. Quand on se trompe de modélisation, on peut passer à côté de choses, on peut se tromper lourdement, d'accord? Parce que l'approche gaussienne peut induire des erreurs significatives dans l'évaluation des risques. Parce que la distribution normale, elle a tendance à sous-estimer la probabilité d'occurrence d'événements extrêmes. D'accord? Et ce phénomène est connu sous le nom de queue épaisse.
les queues épaisses. Vous allez entendre ce genre de terme dans les queues épaisses, des queues de distribution. C'est-à-dire que dans beaucoup de phénomènes que je viens de citer, ces phénomènes sont un peu plus, c'est-à-dire les phénomènes rares, sont un peu plus importants, ont plus de probabilité d'occurrence que laisse montrer les gaussiennes. D'accord. Donc cela signifie que ces phénomènes ont une plus grande probabilité qui surviennent, quoi, une plus grande probabilité d'observer des valeurs extrêmes que ce que la distribution gaussienne indiquerait. Et donc, c'est là que le kurtosis va prendre toute sa valeur. C'est-à-dire que en fait, le kurtosis, c'est une mesure statistique justement qui permet d'appréhender cette caractéristique des distributions. Donc un kurtosis élevé indique une distribution leptokurtique, comme on a vu, qui est caractérisée par un pic plus prononcé, mais surtout des queues plus épaisses ici. Donc, comme je vous ai dit, comme j'ai pris des chiffres, c'était difficile d'avoir une courbe toute belle qui reflète la théorie. C'est subtil. Donc, l'utilisation du kurtosis va justement nous permettre de mieux tenir compte de ce genre de choses. On a des phénomènes ici qui ont des probabilités plus importantes que cela survienne, quoi. Enfin, des probabilités plus importantes qu'on laisse penser la gaussienne. Et donc, en prenant en compte la possibilité de ces événements extrêmes, en utilisant le kurtosis, on peut mieux évaluer et préparer les stratégies d'investissement, de couverture des risques, etc. Et éviter surtout les surprises désagréables. Et ça permet de prendre des décisions donc plus éclairées et plus étayées par les calculs. Donc en tenant compte de la totalité du spectre un peu des possibles, et pas seulement des résultats les plus probables. Voilà en quoi, je vais vous donner un exemple en quoi le kurtosis peut être utilisé pour mieux aider, pour aider à mieux connaître ou comprendre son jeu de données.